Je vais inviter la nouvelle table à venir nous rejoindre. Donc il s'agit d'une prochaine séquence qui sera focalisée sur l'apport des paysages essentiellement agricoles aux pollinisateurs finalement. Qu'est-ce qu'on peut leur apporter? Comment on va pouvoir régaler nos abeilles? Donc je vous en prie, s'il vous plaît, les 6 nouveaux intervenants, si vous voulez bien venir vous répartir entre les 2 tables. Et puis ce que je retiens de cette première table, qu'on a vu tous ensemble, c'est que on a fait des pas de géants. On a fait des pas de géants en termes de confiance, en termes de rapprochement entre les hommes, même s'il y a encore beaucoup de travail à faire, que ce soit en termes de challenge pour la sélection et pour la profession qu'on a bien entendu, mais également en termes de besoins finalement de ruches pour répondre aux besoins de développement des semences. On a des gens qui arrivent à discuter ensemble, à dialoguer et à construire. Donc finalement, plus d'abeilles pour produire plus de semences et de meilleure qualité. La deuxième table est en place et je propose de commencer une fois de plus par le pôle apicole. Stéphanie, c'est à toi. Merci Axel. Commençons donc par le pôle apicole. Donc un paysage agricole diversifié dans nos campagnes est-il si important pour la survie de nos insectes pollinisateurs ? Existe-t-il des études qui le prouvent? De quelle manière les connexions se font-elles? Alors nous allons d'abord donner la parole aux chercheurs. Avec vous, Bernard Vessière. Vous êtes chargé de recherche au laboratoire pollinisation et écologie des abeilles à l'INRA d'Avignon. Donc vous avez beaucoup travaillé sur ce thème. Quels sont les résultats de vos travaux? Alors je ne vais pas tant parler des résultats de mes travaux. J'ai mis dans les 3 éléments, voilà, trois publications très récentes sur le sujet, je pense, qui donnent bien des éléments très précis et démontrés sur l'impact fort de la diversité des paysages. Alors le premier élément, c'est l'impact sur la diversité de la faune pollinisatrice, qui est quand même très importante. On l'a démontré dans une publi dans Science en 2016, et qui est confirmée avec de nombreuses publications aujourd'hui. Cette diversité, vous voyez le titre, hein, diversité, hétérogénéité des zones de petites cultures, plus que la diversité des cultures en elles-mêmes, maintient les pollinisateurs, et dans ce cas-là, c'était la faune pollinisatrice, la faune d'abeilles qui était prise en compte, donc pas seulement l'abeille domestique, l'abeille mellifère, mais toutes les espèces d'abeilles sauvages, et le niveau de reproduction des plantes. Dans le cas précis, c'était la moutarde qui avait été prise comme phytomètre, comme plante test pour évaluer la pollinisation. En Europe de l'Ouest, c'est une publication qui résulte d'un programme européen dont c'est je pense, la publication majeure qui a bien démontré l'impact fort de cette diversité des paysages agricoles. Et donc sur une faune pollinisatrice abondante et sur la santé des abeilles, est-ce que vous avez des résultats? Alors c'est la publi suivante. Je suis désolé, en tant que chercheur, j'ai préféré m'appuyer sur des publications scientifiques. Donc ça, c'est une publication qui a été réalisée par Cédric Allot de notre unité, à savoir qu'effectivement, la diversité pollinique est très importante pour la santé des abeilles en général et leur diversité, mais aussi pour la santé des abeilles de l'abeille domestique, de l'abeille mellifère, puisqu'elle améliore de façon tout à fait notable ses capacités de répondre à des attaques de pathogènes ou autres, donc leur capacité immunitaire en fait. Est-ce qu'on peut tirer de ces résultats de recherche des conclusions pour les agriculteurs en matière de gestion de leurs parcelles? Oui, en fait, dans ces études, ce qui intervient beaucoup, il y a deux éléments. C'est l'importance des bords de champs, en fait, qui sont souvent pas très bien pris en compte, mais qui sont comme des zones où on peut considérablement améliorer la biodiversité. Bon, on a sur Avignon un travail avec un réseau de 25 lycées agricoles à travers la France qui essaye de mettre en évidence l'importance de ces zones, pas forcément prises en compte dans les parcelles de culture, colza, tournesol, mais sur tous les couverts anthropisés, en fait, où on a vraiment un potentiel de biodiversité qui est important et qui peut avoir un impact très fort sur la diversité des insectes pollinisateurs, des abeilles en particulier,
qui sont présents sur le territoire. Donc ça, c'est avec la lycée agricole. On a démarré l'année dernière. On espère avoir plus de résultats cette année. La deuxième partie, c'est l'impact sur la... Enfin, ce qui est important, c'est au niveau de la taille des parcelles aussi. Et là, c'est la troisième publication. Voilà, merci. C'est la publication qu'on a sortie dans Science en 2016. Je dis on parce que j'étais troisième auteur. Et on a quand même beaucoup travaillé sur la base d'un protocole qu'on avait réalisé avec la FAO pour mettre en évidence, et là, ce n'était pas vraiment prévu au départ, que dans les grandes parcelles, en fait, on est obligé d'avoir... Enfin, on est obligé... Quand on a une faune pollinisatrice diversifiée, on arrive à maintenir la relation positive entre le rendement agricole et l'abondance, la densité d'insectes pollinisateurs. Mais quand cette faune est peu diversifiée, et là en général c'est une seule espèce qui ressort en premier, eh ben, on n'a plus du tout cette relation positive, on stagne, voire on a une diminution du rendement des espèces entomophiles. Alors on parle uniquement d'espèces entomophiles, de cultures entomophiles, avec l'augmentation de l'abondance des insectes pollinisateurs. Donc des parcelles trop grandes, ça peut vraiment porter préjudice. D'accord, merci beaucoup Bernard pour ces résultats. Donc des résultats de recherche qui démontrent l'importance d'un paysage agricole diversifié pour la survie et la bonne santé des abeilles. Mais est-ce qu'on constate la même chose sur le terrain ? Fabrice Allier, vous êtes coordinateur pollinisation et ressources. Prenez le micro. Donc vous êtes coordinateur pollinisation et ressources à l'ITSAP. Est-ce que vous constatez les résultats, les mêmes choses que ce que vient de montrer Bernard Vessière ? Alors effectivement, en fait, les travaux qui sont présentés là et dont les scientifiques en fait mettent en lumière cette importance de parcelles plutôt petites. Le problème, c'est que ça ne correspond pas vraiment à ce qu'on a pu observer ces 40 dernières années. Et là, cette illustration montre bien aussi l'évolution, par exemple, du réseau de haies, donc ce qu'on appelle les infrastructures agroécologiques, qui sont essentielles pour le développement de la faune pollinisatrice, et donc en apport de pollen et de nectar sur le territoire. On voit bien que cette évolution, donc là on note sur la zone atelier Plaine et Val de Sèvres dans l'ouest de la France, on note bien une diminution de 40% de ce linéaire, et donc comme tout à l'heure Laurent Bourdil notait quelle évolution il y a eu depuis 2011. Donc là, on remonte vraiment en arrière sur 50 ans. Voilà, 40% de haies qui ont été détruites ou sorties du paysage. Ça a un impact important. Comme la taille des parcelles, on voit bien sur les photos d'à côté, finalement cette évolution. Donc en fait, si on regarde qu'est-ce qu'apporte ce territoire-là pour les abeilles, on peut regarder sur la diapo suivante où... On a un besoin de nectar, hein, ça a été dit au départ. On a un besoin de pollen. Et si on prend l'exemple du pollen dans une zone, dans un agrosystème céréalier, on voit bien qu'il y a des périodes de disette. Ces périodes de disette, donc, ce sont les creux de la vague du graphique que vous voyez sur la gauche. Et dans cet environnement-là, on a deux grandes floraisons, hein, celle du colza et celle du tournesol, qui vont permettre bien sûr la mielée. Mais avant tout ça, il faut assurer aussi la santé des colonies. On parle des colonies d'abeilles, mais on parle aussi de l'ensemble des insectes pollinisateurs qui vont se nourrir sur beaucoup d'espaces. Donc voilà l'intérêt aussi de ce que disait Bernard sur les espaces interstitiels, ces haies, ces infrastructures, les fossés, etc. Mais aussi, donc ça c'est ce qu'on repère par exemple sur le graphique de droite où vous avez... plus de 70% de l'apport en pollen qui vient des ressources ligneuses. Donc cet intérêt de les conserver pour apporter le couvert, comme on dit, mais le gîte aussi pour ces abeilles sauvages. Et si on avance dans la saison, qu'est-ce qu'on trouve en fait ? Qu'est-ce que les abeilles trouvent ? Elles trouvent essentiellement des pollens qui sont issus des messicoles ou des adventices. Et là aussi, le problème, c'est que ces adventices sont essentielles et elles viennent combler un trou, cette période de disette au mois de mai-juin. C'est aussi le problème puisqu'elles font l'objet de luttes sur les parcelles, puisque là, on est vraiment sur
l'entité de production, la parcelle. Donc forcément, il y a des enjeux aussi de production de la culture principale, mais il y a des enjeux de fourniture de pollen et de nectar, puisqu'on voit bien que le pollen de colza n'est apporté que par à peu près 10-15%. Alors, donc là, c'est sur les infrastructures agroécologiques. Vous parlez aussi du fait que c'est essentiel d'avoir des apports en nectar et en pollen de qualité. Alors, en fait, donc, quand on regarde les besoins pour les abeilles, il y a la qualité, il y a l'abondance et la diversité, c'est ce qu'on vient de voir. Et il y a aussi la qualité de cette ressource. Donc on parle ici, par exemple, du pollen. Et donc, sous la dénomination qualité, on peut entendre le niveau de protéines nécessaire. On peut entendre aussi le niveau de contamination par les résidus de pesticides. Et là, on a un exemple assez frappant d'un travail qu'on a mené avec les ADA dans le cadre de programme France Agrimaire, un observateur des résidus. On voit tout au long de la saison, en fait, entre mars, donc voilà, le 20 mars, semaine 12, jusqu'à fin juillet, une évolution de cette contamination qui montre aussi des pics du nombre de résidus dans les ruches, dans les matrices. Donc celle-ci, c'est le pollen. La colonie étant ici un concentrateur, un témoin aussi de ce qu'on trouve dans l'environnement. Donc cette qualité-là, c'est le deuxième pilier. Il faut faire en sorte aussi d'améliorer, diminuer cette pression sur les colonies, puisque on peut mettre aussi en avant, ça sera peut-être dit après, les niveaux de coexposition, puisqu'il y a plusieurs molécules qui peuvent rentrer en synergie et avoir des effets, bien sûr, pendant la saison et bien au-delà. Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'on sait que l'agriculteur intervient directement sur ces parcelles. Or, l'apiculteur, il est rarement propriétaire de ces emplacements. Comment peut-il faire pour obtenir ce qu'il veut ? Alors effectivement, et ça, je pense que c'est historique. En général, l'apiculteur n'est pas propriétaire et n'agit pas sur le foncier directement. Ce sont bien les agriculteurs, les gestionnaires. Enfin, il y a plusieurs acteurs sur ce territoire et l'apiculteur en est un, mais il ne gère pas le territoire. Donc, l'idée ici, c'est que tout le monde travaille ensemble. Et l'apiculteur, lui, qu'est-ce qu'il apporte ? Il utilise ce territoire, mais il utilise ce territoire. Il a une vision en fait très fine de ce qui se passe. Et quand tout à l'heure, Philippe Dauzet parlait de l'exemple où il y avait une baisse des productions des surfaces de colza et qu'il y avait de l'aubépine qui allait aussi prendre la place, ça peut être encore vu de manière beaucoup plus fine sur une lecture d'entités, d'aires de butinage, comme on dit, pour savoir en fait qu'est-ce que l'apiculteur a besoin pour ses abeilles. Donc un exemple... Alors bien sûr, on a parlé des infrastructures agroécologiques, remettre des haies, mais un exemple qui peut être aussi discuté entre les filières, ça a déjà été dit ce matin, et c'est des travaux qu'on a menés ces dernières années avec l'initiative de Terre Innovia. Donc déjà, ça avait été présenté en 2011. On a progressé depuis, on a avancé, mais pas suffisamment pour apporter des réponses assez concrètes sur le terrain. Et on voit bien que la ressource finalement qui est apportée sur le territoire n'est pas suffisante pour assurer les besoins, notamment sur la partie économique de la filière apicole, donc pour créer des mielés qui étaient beaucoup plus fortes avant, notamment en colza et tournesol, et maintenant qui sont aléatoires, voire nuls. Et donc ce que je présente ici, c'est des travaux qui montrent en fait l'attractivité des variétés de tournesol, parce que c'est assez emblématique de ce qui se passe sur le terrain et de ce qu'on peut travailler ensemble. Alors il y a un appel qui a été lancé, il faut bien évidemment accélérer cette compréhension. On voit bien qu'il y a des différences d'attractivité en situation de choix, les abeilles choisissent, mais pas que sur le tournesol. On parlait aussi des autres surfaces comme le sainfoin et le sarrasin. Les apiculteurs observent aussi des différences à ce niveau-là. Merci Fabrice. Donc nous avons vu l'importance de la diversité des paysages, des infrastructures agroécologiques, des plantes mellifères pour assurer la survie des colonies d'abeilles sur toute la saison. Donc le maintien et le renforcement de la diversité floristique est essentiel à la santé des insectes pollinisateurs. Alors on va en discuter avec vous, Isabelle Chibon-Taillant. Vous êtes déléguée filière à France Agrimaire.
en charge des productions horticoles et des productions spécialisées, en charge de l'apiculture et du programme apicole européen. Alors vous allez nous présenter un outil de communication et de sensibilisation sur les plantes mellifères qui a été créé il y a 2 ans, notamment par France Agrimer. Tout d'abord, je vous remercie de votre invitation et pour évoquer notamment cet outil de communication. Donc, je préside actuellement le comité apicole et au sein du comité apicole, donc, dont les membres sont en particulier la profession et les pouvoirs publics, a été évoquée la nécessité de créer une liste des plantes attractives pour les abeilles et notamment qui soient produites et accessibles dans le commerce pour pouvoir justement contribuer et compléter ce qu'a évoqué Fabrice tout à l'heure, apporter un complément de ressources pour les abeilles. On sait que ces ressources sont essentiellement apportées par les cultures qui sont évoquées aujourd'hui ici, mais qu'il existe également des périodes de disette et qu'il est donc important par tous les moyens d'essayer d'apporter et de développer des espaces qui sont attractifs pour les abeilles. Donc on a créé cet outil de communication qui est à destination à la fois du grand public, des pouvoirs publics aussi, des donneurs d'ordre privés et publics, donc, comme je l'évoquais. Ça a été un travail qui s'est déroulé sur une année. Nous avons eu la chance de pouvoir donc créer un groupe de travail au sein de France Agrimer où nous avons fait appel à des experts, notamment les instituts techniques, donc l'Astre d'Or, le CNPAMI, le GNIS, l'INRA. En expliquant de quelle filière il s'agit, parce que peut-être que tout le monde oui, ne tout à connaît fait. pas. Donc, c'est les différents instituts de filières différentes. Donc l'Astre d'Or qui est l'institut technique de l'horticulture. Le CNPMI qui concerne plus les plantes à parfum et médicinales. Nous avons fait appel aussi au soutien de l'INRA, l'Institut technique de l'abeille, et puis et aussi coordonné par la Société nationale d'horticulture de France. On a eu en fait cette contribution et cette aide pour pouvoir constituer cette liste. Il existe déjà des listes de plantes mellifères, hein, on en connaît. On l'a réduit à peu près à 200 plantes à planter et à semer pour créer cet outil de communication. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que là, on est dans la filière semences oléagineuses, mais c'est un outil qui a mobilisé d'autres secteurs, d'autres instituts. Donc ça veut dire que les autres secteurs se mobilisent aussi pour la santé des pollinisateurs. Oui, tout à fait. J'ai eu l'appui de l'interprofession horticole sur le sujet, voilà. Et puis aussi interpellé par les professionnels de l'horticulture lors d'une AG, justement de Valor, qui s'intéressaient beaucoup au sujet et qui voulaient apporter leur petite pierre à l'édifice et contribuer à ces travaux et aussi apporter ce message. Donc ces 200 plantes mellifères, de quelle nature il s'agit? C'est des plantes agricoles, ornementales? Alors ce sont des plantes essentiellement ornementales qu'on a mis en avant de façon à, comme c'était un outil de communication auprès du grand public et des collectivités locales, il était important de lister des plantes qui étaient disponibles dans le commerce. Et chez les entreprises du paysage ou les pépiniéristes. Voilà. Vous avez déjà présenté cet outil à qui? Alors on l'a présenté à Jardin, qui est un salon un peu spécifique consacré aux entreprises du paysage, et puis au salon de l'agriculture également, et dans tous les salons et congrès spécialisés horticoles. Et notre souhait, c'est de porter ce message aussi auprès des autres secteurs agricoles, voire d'autres secteurs de l'économie, puisque par exemple les travaux publics, par exemple, voilà, tous ceux qui peuvent avoir des espaces à végétaliser et qui peuvent contribuer justement à développer ou à préserver ces espaces. Et les agriculteurs dans leurs parcelles peuvent aussi implanter. Bien évidemment. D'accord. Et pour information, est-ce qu'on peut retrouver cette liste? On peut la retrouver sur tous les sites en fait des partenaires. Voilà, je souhaitais aussi souligner le travail qui a été fait considérable de la SNHF,
m'a bien accompagnée sur ce projet. Qu'est-ce que signifie la SNHF ? La Société nationale d'horticulture de France, donc voilà, les sachants. Et puis voilà, donc un beau partenariat bénévole, je le rappelle, et aussi l'appui de l'ITSAP, qui a beaucoup travaillé sur le sujet. Bravo pour cet outil et merci Isabelle pour cette présentation. Donc, Bernard, oui. Le micro. Juste pour info, il y a un site, on avait démarré un site au début avec le programme apicole qui s'appelle Florapis, F-L-O-R-Apis, où on en est à presque 1000 espèces de plantes butinées par les abeilles domestiques. Et ce site a évolué en Florabeille, qui maintenant regarde les abeilles domestiques et sauvages. Donc si c'est des sites qui sont en libre accès, c'est pas le même usage, mais on continue sur ça pour montrer le caractère vraiment généraliste de l'abeille domestique. Merci beaucoup. Donc, bon, on l'a compris, la filière apicole, elle montre et démontre l'importance de la diversité des espèces et des variétés pour la survie des insectes pollinisateurs. Bon, ça ne peut pas laisser indifférent les filières végétales, Axel. Non, j'entends effectivement qu'il y a des besoins et maintenant on va voir comment à la fois le monde semencier et le monde agricole en général peut répondre à ces besoins. On va également rester sur cette notion de liste finalement d'espèces nectarifères, de besoin de diversité d'espèces et de diversité de variétés. Pour cela, je vais m'adresser à Nicolas Ogis. Nicolas, vous travaillez au GEVES, donc le groupement. Bonjour Nicolas. Donc vous travaillez au GEVES, qui est le groupement d'études des variétés et des essais de semences. À ce titre, vous êtes en charge de tout processus d'inscription des variétés en France, donc de gérer et de suivre ces nouvelles variétés avant qu'elles puissent déboucher sur le marché. Et ma première question concerne justement ces espèces nectarifères. Quelles sont les principales espèces nectarifères qui se sont développées au cours de ces dernières années ? Donc si on reste basé par rapport au colloque, donc tout ce qui est oléagineux, bien entendu, sont des espèces très attractives pour les abeilles. Et elles ont un bénéfice, on va dire, elles ont un flux d'inscription qui est assez important. Donc ce qui permet de maintenir un développement soutenu des innovations variétales réalisées par les sélectionneurs, donc de pouvoir vraiment chercher des innovations nouvelles par rapport à toutes ces espèces. Et à côté de ça, on commence à voir apparaître des nouvelles espèces, on va dire des espèces mineures, entre guillemets, style protéagineux ou légumineuses, qui arrivent avec des nouveaux dépôts et qui sont complètement différents, on va dire, dans leurs moyens d'utilisation. C'est-à-dire maintenant, on a des nouveaux dépôts de trèfle, févrole, qui sont plus pour être utilisés en tant qu'interculture, mélange fourragère aussi, et aussi pour tout ce qui est jachère fleurie. Développement de plantes de service finalement. Exactement. Et donc en effet, depuis 2014, le GEVES a créé une nouvelle section qui est plantes de service écosystémiques. Et grâce à ce nouveau système, en fait, on permet de prendre des espèces qui étaient, on va dire, juste pour l'agriculture, pour un bénéfice pour l'agriculteur, de mettre des espèces qui seront disponibles pour un effet plus écologique, environnemental. Et donc le GEVES s'intéresse de plus en plus à ces espèces de plantes de service écosystémiques pour pouvoir répondre justement aux attentes agricoles que l'on rencontre maintenant en France. Donc il y a bien un besoin de ce côté-là. Exactement. Et pour revenir sur les oléagineux, quelle est la dynamique finalement des inscriptions en termes variétales et en quoi cette dynamique peut-elle répondre en partie aux besoins exprimés par les apiculteurs, autrement dit de capacité à fournir tout ce dont des abeilles domestiques ou sauvages pourraient avoir besoin. Donc si on reste sur le colza et le tournesol, le colza et le tournesol représentent une surface très importante en France. Et grâce à cette grande surface mise en place, on a la possibilité de couvrir le territoire français, une grande partie du territoire français. Et à partir de cela, en fait, on a la possibilité de stratifier, on va dire entre guillemets, le pays pour avoir des précocités qui sont très différentes. Et justement, la précocité a un double rôle, c'est-à-dire qu'elle est là pour l'adaptation au milieu de ces espèces, donc de s'adapter au climat et à la géographie où l'espèce va être cultivée, et également de pouvoir étalonner ou échelonner les dates de floraison pour un territoire bien précis en France, quoi.
La question n'est pas prévue, mais tout à l'heure on parlait de besoins nectarifères. C'est vrai que c'est un sujet qui pour l'instant n'est pas encore étudié au niveau des inscriptions variétales. Non, c'est vrai qu'au niveau du CTPS, on n'a pas encore cette étude en place, mais je suis très intéressé justement d'échanger avec Monsieur Vessière, si je ne me trompe pas, pour pourquoi pas mettre au point un système qui pourrait quantifier ou en tout cas, j'imagine que mesurer. C'est une question qui va être posée au niveau du CTPS, évidemment. Exactement. Ouais. Très bien, merci beaucoup. Merci. On vient de voir une contribution importante en termes de mise à disposition de diversité à travers une offre semencière. Maintenant, on va passer sur une échelle légèrement supérieure. Passons à l'échelle de l'exploitation agricole. Et pour cela, je vais m'adresser à Nathalie Gosselet. Nathalie, vous travaillez pour la FOP, donc la Fédération française des producteurs de protéagineux, enfin d'oléagineux et de protéagineux, si on le met dans l'ordre. J'aimerais bien que vous témoigniez, même si ça a été un petit peu abordé, sur l'importance des oléoprotéagineux vis-à-vis de la nutrition des abeilles. Merci, bonjour à tous. Alors les oléoprotéagineux, c'est plus de 2 millions d'hectares de cultures qui sont attractifs pour les abeilles. En premier lieu, le colza, le tournesol et la févrole. Le colza en particulier, comme ça a été dit par beaucoup d'intervenants déjà, c'est quand même ce qui permet la première mielée importante de l'année. C'est aussi la stimulation des colonies à la sortie d'hiver. Donc et ces cultures, donc les 3 cultures que j'ai citées, même si elles ne sont pas toutes les 3 présentes sur l'intégralité du territoire, et en particulier la févrole, dont on connaît tous l'évolution en termes de surface ces dernières années, ces 3 cultures quand même participent à la fourniture de ressources importantes pour les abeilles et à une certaine disponibilité dans le temps, même si on l'a vu aussi, il y a malgré tout des problèmes de disette à certains moments, et que cette disponibilité n'est pas sans fluctuation tout au long de l'été, mais cependant elle est importante. Merci. Et je crois que vous avez mis en place une démarche spécifique sur le colza et les abeilles. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, tout à fait. Donc, avec l'ensemble de la filière et sous l'impulsion du groupe Avril, en travaillant avec l'ITSAP aussi et avec Terrinovia, nous avons mis en place la démarche de progrès du colza diester, enfin du colza plutôt, la démarche de progrès du colza dans son volet biodiversité. Donc cette démarche s'est caractérisée par un dialogue entre agriculteurs et apiculteurs. On a sur plusieurs années initié des rencontres, des dialogues où un petit groupe d'apiculteurs rencontrait un petit groupe d'agriculteurs, et autour d'une démarche menée par l'ITSAP, nous avons fait en sorte que ces petits groupes de personnes se parlent, dialoguent entre eux, et autour d'un plateau de jeu élaborent une année fictive de production de colza et de miel. Pour que chacun puisse échanger sur ses contraintes, ses attentes par rapport aux autres, à l'autre profession. Il est ressorti de ces dialogues déjà aucune agressivité, jamais, et un grand besoin, une grande envie de se rencontrer, de faire en sorte que chacun connaisse mieux la profession et les attentes de l'autre. Et ça, pour nous, c'était déjà le point principal. On a aussi fait en sorte que ces rencontres débouchent sur quelques préconisations. Donc on a établi des fiches techniques qui sont sorties il y a peu de temps et que l'on vulgarise, que l'on diffuse maintenant. Donc parmi ces fiches techniques, on en a une qui explique en gros, qui explique un peu les caractéristiques de l'apiculture et de l'abeille, ce qu'est la pollinisation. On en a une autre sur la fiche colza, et en particulier qui met en avant les éléments importants qui peuvent être appliqués, quelques bonnes pratiques qui peuvent être en lien avec le colza. Donc on a effectivement ce qui touche à l'apport de produits phytosanitaires, mais on a aussi tout un tas
de préconisations plus agronomiques, comme par exemple le fait, quand c'est possible, parce que c'est pas possible dans toutes les cultures, de semer une association de colza et de légumineuses, de mettre une variété plus précoce de colza en bordure de champ, par exemple, donc quelques mesures de ce type-là. Et on a aussi une autre fiche qui concerne plus spécifiquement l'exploitation. Et donc là, on a tout ce qui est les surfaces, les haies, les surfaces mellifères, les jachères mellifères, etc. Donc la manière de mener à bien ces structures. Donc ce sont quelques conseils qu'on essaye de mettre à disposition des uns et des autres. Et puis on a aussi fait voilà, donc là vous voyez l'ensemble des fiches. Et puis pour l'instant on a fait un cas concret qu'on a décliné que sur une seule région qui est la Bourgogne, mais on espère pouvoir le faire sur d'autres régions plus tard. Et puis surtout mettre ça à disposition des agriculteurs et des apiculteurs dans les différentes zones. Bravo pour ce travail, c'est tout frais alors? Ça a été diffusé ou pas encore? C'est tout frais, c'est en train d'être diffusé, vous allez bientôt les trouver sur le site de la FOP. Ils n'y sont pas encore, mais elles vont y être. Et puis on les diffuse au travers du réseau syndical, au travers des OS aussi, et de tous les organismes de conseil auprès desquels on peut avoir accès. Très bien, n'hésitez pas à les diffuser, c'est effectivement de nouveaux documents de ressources exploitables. Merci Nathalie. Merci. Dernier témoignage de cette table, ce sera Nicolas Cerruti. Nicolas, vous êtes chargé d'études chez Terrinovia, donc l'Institut technique des oléoprotéagineux, et vous allez nous parler de R2D2. Alors je dois vous l'avouer, je suis un peu fan de Star Wars, mais je n'ai pas osé mettre aujourd'hui mon costume de Jedi. Que la force soit avec vous. Je crois que, d'accord, la force avec nous sera. Donc on va parler de R2D2, mais cette fois-ci, votre projet, Nicolas. Et quels en sont les objectifs? Donc, merci, bonjour à tous. Donc en fait, R2D2, c'est un projet de territoire qu'on met en place à Terrinovia. Je voulais vous le citer à titre d'exemple pour vous montrer ce qu'on met en place concrètement avec les agriculteurs pour répondre aux enjeux sociétaux. Thomas Mollet tout à l'heure disait qu'on attendait aujourd'hui autre chose des agriculteurs. Donc on les accompagne vers l'agriculture de demain. Et en fait, grâce à ce projet-là, je voulais élargir à un autre service. On parle beaucoup de services de pollinisation dans ce colloque-là. Il y a aussi un autre service écosystémique qui est clé pour aider les agriculteurs à faire face aux problématiques qu'ils ont. C'est le service de régulation naturelle, c'est-à-dire l'utilisation des insectes auxiliaires, autres que sont les cirfes, les chrysopes, les hyménoptères parasitoïdes, pour pouvoir réguler les ravageurs qui nous posent problème aujourd'hui. Donc si on passe à la diapo suivante, je vais donc vous montrer. Vous voyez, c'est un projet R2D2 qui est un projet Ecophyto, qui est labellisé Ecophyto, qui se passe en Bourgogne. Donc le côté innovant de ce projet, c'est qu'on est sur un territoire qui fait plus de 1000 hectares. Donc ça, c'est un côté vraiment innovant. C'est un projet qui n'existe pas à telle échelle en France aujourd'hui. Donc il est en ce sens-là assez innovant. Et il débute en 2018, il finit en 2024. C'est un projet sur 6 ans et qui vise à accompagner 7 agriculteurs vers des systèmes de production qui sont moins dépendants des insecticides et qui vont valoriser les services de régulation naturelle, notamment et de pollinisation, pour pouvoir répondre à certaines problématiques. Alors la problématique sur ce secteur-là, c'est que 2 ravageurs majeurs du colza sont résistants aujourd'hui aux insecticides, qui étaient les méthodes de lutte classiques contre ces insectes. Donc nous ne pouvons plus les réguler par les méthodes de lutte chimique, on doit réfléchir à des méthodes alternatives pour pouvoir réguler les populations. Donc on a des populations qui font qu'aujourd'hui on ne peut plus cultiver du colza, ou très difficilement dans ces zones-là. Les surfaces ont été réduites très fortement. Et les exploitations agricoles sont en grande difficulté, les rendements ont chuté fortement. Et donc comme on est sur des territoires avec faible potentiel au niveau des sols, les rotations qui étaient déjà pas très grandes, en termes de diversité, on était sur du colza bléorge, on resterait encore le champ des possibles. Et donc l'objectif de ce projet, c'est de les accompagner pour sortir de l'impasse et retrouver des niveaux de production qui soient satisfaisants et stable. D'accord, et quels sont les leviers que vous allez mobiliser dans le cadre de ce projet?
Alors, déjà, il y a des leviers agronomiques, c'est-à-dire qu'on va diversifier les rotations. On va introduire notamment des légumineuses. On va réaliser des associations culturelles. On parlait tout à l'heure du colza. C'est Nathalie qui parlait du colza et des associations avec les légumineuses gélives. On a aussi des pratiques de décalage de date de semis, notamment en céréales, pour esquiver les attaques de ravageurs. En fait, tous ces leviers agronomiques-là sont destinés à renforcer ce qu'on appelle la robustesse des cultures, pour permettre aux cultures de mieux résister, de mieux faire face aux attaques de ravageurs. Et donc, un autre point clé, et c'est là que c'est ce qui intéresse, je pense, aussi l'Assemblée là, c'est d'aider les agriculteurs à augmenter, à avoir moins d'impact sur la faune auxiliaire. Donc c'est là que ça va toucher les insectes pollinisateurs. C'est qu'on va augmenter la ressource fleurie à l'échelle du territoire, donc pour permettre d'alimenter les insectes auxiliaires qui sont présents déjà naturellement dans le milieu et qui vont nous aider à réguler les ravageurs. Et on va diminuer la pression phytosanitaire insecticide pour pouvoir mieux préserver ces insectes auxiliaires-là aussi. Et également le travail du sol, parce que le travail du sol sur certains auxiliaires qui nous intéressent, que sont les parasitoïdes, donc c'est des micro-guêpes qui font une partie de leur cycle dans le sol. Le labour profond peut perturber en fait leur activité. Donc on va sur ces territoires-là réduire aussi le travail du sol. Alors oui, juste pour continuer au niveau de la ressource florale, on va implanter des bandes fleuries pérennes, des espèces aussi annuelles, type févrole, type sarrasin. Enfin, là, on va diversifier les assolements, mettre en place plus d'intercultures fleuries. L'idée, c'est d'avoir une diversité florale importante du début du printemps, tout au long de l'année, mais assez bien répartie également. Parce que ce qu'il faut souligner, et j'insiste encore une fois là-dessus, c'est que là, on parle dans ce colloque-là, on est vraiment sur les pollinisateurs. Beaucoup d'insectes auxiliaires, que ce soit les cirfes, les chrysopes, les hyménoptères parasitoïdes, ont, dans leur phase adulte, besoin de nectar et de pollen aussi. Et ils apportent un service à l'agriculteur dont on ne parle pas souvent et qui est souvent ignoré. C'est ce service de régulation qui peut nous permettre de faire face à des pullulations d'insectes. Enfin, voilà, ça nous apporte un plus. Je vous laisse parler parce que juste pour conclure, parce que pas du tout, c'est pas terminé. Prenez votre temps. D'accord. Pour conclure, parce que en fait, le projet est récent. Il a tout juste un an. Est-ce que vous avez des premiers résultats, des premiers succès à mentionner? Alors, ou des premiers constats? Ouais. Alors en fait, on est rentré vraiment par l'aspect ressources florales, parce qu'on s'est aperçu en fait que c'était une thématique qui était très fédératrice pour le groupe d'agriculteurs. Ça a une bonne image vis-à-vis de la profession et ça les a séduits tout de suite de travailler sur cette thématique-là. Donc en 2019, on a prévu 15 hectares en fait de bandes fleuries à implanter. Voilà, donc c'est quelque chose qui a été très bien accueilli. Et puis, autre point important, c'est que ça a été aussi la porte d'entrée assez rapidement vers des changements de pratiques. C'est-à-dire qu'on a eu des agriculteurs qui ont fait du semis direct, de céréales après colza, qui ont fait du semis sous couvert, qui ont fait des associations de culture. Ils sont assez bien prêtés au jeu aussi par rapport au décalage de date de semis. Et donc, ce projet-là, ce projet de territoire-là, je ne l'ai pas précisé, il passe par un accompagnement individuel des agriculteurs. Donc on est avec eux sur leur ferme en fonction des problématiques qu'ils ont. Et ça passe aussi par un accompagnement collectif, tour de plaine, des visites qu'on fait sur des exploitations agricoles de personnes qui sont innovantes. Et voilà, on les accompagne un peu tout au long du projet. Ok, merci beaucoup Nicolas pour ce beau projet et ce partage. Merci à tous les intervenants. On vient de voir finalement des besoins très forts en termes de pollinisation et des potentiels d'action très importants d'un point de vue agricole, avec beaucoup de leviers mobilisés et qui sont mobilisés concrètement dans les exploitations ou qui peuvent l'être avec des outils de promotion qui sont opérationnels, que ce soit sur des leviers variétaux, des leviers au niveau de l'exploitation ou des leviers un peu plus compliqués au niveau du territoire parce que nécessitant des grandes collaborations.